Bonsoir à tous, je suis vraiment super content d'être là ce soir pour vous partager deux passions, un mariage de deux passions plus précisément. Donc les jeux vidéo et le product management. Donc je suis Alessandro Costa, Chief Product Officer, et ces 2 dernières années, je les ai passées en tant que Chief Product Technology Officer. Vous m'entendez ou pas là-bas, au fond? Pas trop? Alors attendez, on arrête tout, on fait un test de son. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Jusqu'au bout? Super. N'hésitez pas à me faire des petits signes si besoin. Donc, je disais que j'étais ces 2 dernières années le Chief Product and Technology Officer chez Eldo, un SaaS B2B2C qui vient faciliter la vie des artisans et des industriels, des marques IT Boss. Et au début de ma carrière, et c'est là où on fait le lien avec les jeux vidéo, j'ai commencé ma carrière dans le monde du jeu vidéo où j'ai été game et level designer. Et donc pendant cette période-là, j'ai pu voir beaucoup de choses, beaucoup vraiment de parallèles entre le monde du jeu vidéo et ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la création d'un produit à succès, sauf que je pense que beaucoup d'entre vous ici ont l'envie de créer ce produit à succès. Et finalement, il n'y a pas énormément de compagnies, enfin d'entreprises, pardon, qui arrivent à débloquer cette situation-là. Ça, c'est un constat qui est important, c'est un constat que moi je vis, certes par les boîtes dans lesquelles je suis passé, mais aussi parce que j'ai la chance aujourd'hui d'échanger beaucoup dans le monde du produit, que ce soit product management ou sur des postes exécutifs, mais j'ai aussi l'occasion et la chance d'échanger avec beaucoup de CEO actuellement, où cette problématique revient tout le temps, qui est de dire on a la stratégie, on sait où on veut aller, on sait comment y aller, et quoi qu'on fasse, ça ne fonctionne pas. Et c'est là où en fait on va voir la différence entre des entreprises qui ont cette direction et des entreprises qui ont la direction, mais qui ont les méthodologies et qui sont précis de la manière dont ils travaillent. Le jeu vidéo aujourd'hui, pour moi, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des joueurs ici? Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Dans tous les autres, vous êtes virés. Alors, en tout cas, cette slide va parler, je pense, un peu plus à ces personnes-là, mais c'est important pour moi de le partager parce que ça va nous aider à échanger par la suite. Les jeux vidéo, ce qui me fascine, c'est que à chaque fois qu'on y joue, et je suis un gros joueur, je dois l'avouer, quasiment tous les jours, c'est juste l'entraînement cérébral, ça génère vraiment des émotions, enfin vraiment une multitude d'émotions. On passe de la joie, on est super heureux. Chaque victoire, en fait, c'est un truc de psychopathe. On a l'impression d'avoir gagné un truc de dingue. On passe de la colère où on devient vraiment énervé d'avoir perdu, mais en même temps, ça devient un apprentissage. On essaie toujours de faire mieux, on essaye de progresser. Et ces émotions-là, elles sont vraiment importantes pour créer un jeu à succès. Et elles sont importantes demain aussi dans un produit. Donc oui, on parle bien d'émotions dans un produit, on va le voir juste après ensemble. Ces émotions-là, elles permettent de créer cette expérience inoubliable, parce que plus on va ressentir d'émotions, et les émotions, c'est pas que des émotions positives, hein, c'est pas que je suis content et je suis en colère, mais c'est le mélange bien travaillé qui va venir nous permettre de créer une expérience inoubliable qu'on va du coup beaucoup plus facilement travailler et beaucoup plus facilement partager. Et le partage de cette expérience, elle passe aussi par l'histoire qu'on a derrière. En jeu vidéo, on parle de storytelling. Ce storytelling-là vient vraiment lier les éléments de manière logique ensemble. On vient s'immerger, on vient travailler dessus. Et c'est ce qui fait que votre jeu vidéo, il passe d'un jeu vidéo classique à un jeu vidéo à succès. En maîtrise, ça c'est pareil, c'est un truc qui est super important dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, quand on joue à un jeu, on a ce besoin, ou en tout cas on a l'impression de l'avoir, d'être en maîtrise sur le sujet. Je suis puissant, je suis fort dans ce que je fais. Je vais de A à Z et je sais pourquoi, et je sais comment, et je maîtrise mon sujet, quelle que soit la complexité du jeu que j'ai en face, en fonction évidemment du personnage et de l'archétype. Et finalement, si on mélange tout ça avec une communauté qui est engagée, une communauté qui est forte, qui partage, ça permet de vraiment briser des frontières entre des personnes qui ne se seraient jamais parlé avant. Et finalement, avoir une communauté engagée, c'est ce qui permet aussi de pousser encore plus notre sujet et de venir avoir des défenseurs, des porte-paroles, des champions sur certains de nos sujets. Et aujourd'hui, le jeu vidéo le fait très bien, ça. Pas seulement une partie de ce qu'on pourrait voir. Mais le jeu vidéo le fait très bien, et c'est un des éléments aujourd'hui qu'on va essayer de gratouiller ensemble. L'objectif d'aujourd'hui, alors évidemment, c'est d'aller défoncer Bowser,
vous l'aurez compris, hein, nous on va être le petit Mario ici. Mais c'est de pouvoir vous partager à cette clé pour que vous puissiez comprendre l'impact que peut avoir le jeu vidéo dans votre travail au quotidien sur des équipes produits, même tech d'ailleurs, et même sur des C-level. On va essayer de venir un petit peu gratouiller la curiosité sur le sujet pour qu'on puisse se poser les bonnes questions et qu'on rentre dans les bonnes réflexions dès demain là-dessus. Néanmoins, il y a un boss sur la route aujourd'hui, il y a un challenge. Donc en effet, vous avez vu, il est costaud, il est bien énervé le challenge, bah, c'est le timing. Le timing, on le met à peu près 45-60 minutes ensemble. Le sujet, il est énorme, il est vaste, il y a énormément de leviers qu'on peut aller activer pour vraiment transformer un produit classique en un produit à succès. Et on peut vraiment le faire. Le tout, c'est d'être méthodique, organisé et d'avoir les bonnes informations. Par contre, si on fait tout ça, les amis, il faut quand même qu'on ait une récompense. Et les récompenses aujourd'hui, bah, c'est vraiment d'avoir ces perspectives en poche pour que dès demain, vous puissiez utiliser ces premiers petits frameworks, ces premières petites réflexions, ou ce soir si on a qui sont chauds, hein, mais que dès demain, vous puissiez vous dire, bah ça, on va tenter ça, je vais revoir le truc comme ça, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. Je n'avais pas anticipé cette partie-là. J'ai déjà soif. Alors, quoi de mieux qu'une petite map à la Mario pour le sommaire? Je me suis régalé sur le design, hein, je vous le dis tout de suite. On va voir plusieurs choses ensemble aujourd'hui. Ne regardez pas la dernière, parce que ce sera pour plus tard, le on boit. Mais on va passer par des étapes clés macro. Vraiment macro, je ne l'ai pas mis en gras, je l'ai mis en majuscule, ça devrait suffire, mais c'est des étapes qui nous permettent de venir créer un jeu vidéo. D'accord? C'est vraiment les 4 grosses briques qu'on va voir ensemble. Ensuite, on va parler de power-up. Tout le monde sait ce qu'est un power-up? Ok, super. Bon, pour faire simple, un power-up, c'est ce qui vient vous donner une capacité supplémentaire pour venir affronter votre challenge au quotidien. Alors, on est à fond dans le thème, on y va à 200%. Aujourd'hui, les power-ups, on va en voir 6. On va avoir le storytelling, la boucle OCR, qui n'est pas du tout si barbare que ça. Le power-up 3 qui va être le RLD, comment équilibrer avec le RLD, pas du tout barbare non plus, mais peut-être le plus complexe. Ensuite, on va passer sur du mental state flow. On va venir travailler l'aspect psychologique des utilisateurs. On va travailler la stickiness et évidemment, pourquoi pas avoir une petite salle sur Product Clé de Growth, il paraît que c'est un petit peu à la mode en ce moment. Et évidemment, après tout ça, j'aurais pu le mettre d'ailleurs dans la récompense, alors on boit quoi, on discute, on partage. Alors oui, vous voyez qu'il y a des petits cadenas secrets ici. C'est juste qu'en fait, ce thème, il est tellement énorme qu'on pourrait pas... Moi, je pourrais passer la journée à vous parler de tout ça. Il y a vraiment énormément de choses sur le sujet. Donc, on a des petits cadenas et c'est peut-être que ces petits cadenas, on ira les débloquer ensemble, soit dans d'autres meetings ou soit vraiment dans d'autres conférences. Alors, très rapidement, le jeu vidéo, c'est quoi? Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un jeu vidéo, je pense que vous le savez. Tout le monde sait ce qu'est un jeu vidéo? Alors, tu es viré et tu t'en vas, monsieur, s'il te plaît. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le jeu vidéo. Par contre, ce que j'aimerais rappeler, c'est que dans le jeu vidéo, on a 2 archétypes principaux. Les casual gamers, /gameuses, et les hardcore gamers, gameuses. On a 2 personnes qui sont complètement opposées. Alors, vous pouvez voir ça comme des personnages dans vos produits. On va avoir le casual gamer, gameuse, qui est quelqu'un qui est axé sur la simplicité, quelqu'un qui aime les choses qui soient les expériences détendues, non exigeantes, pas besoin d'être stylé. On est là juste pour prendre un peu de temps et on aime aussi la partie sociale. On aime bien venir se confronter à nos potes dans les différents leaderboards. On aime bien leur envoyer un petit texto derrière, souvent bien réfléchi via l'application pour continuer à générer de la viralité. C'est vraiment des personnes, voilà, je détends, je suis métro, quoi. Je fais mon petit truc, etc. Alors oui, on prend la définition officielle, on peut aller jusqu'à du long. Mais théoriquement, on utilise beaucoup plus de cours sur le casual. L'hardcore, il est là-bas, avant à la poser. Hein. L'hardcore, lui, il va chercher à maîtriser tout ce qui se passe, il va être exigeant, et il va vouloir vraiment avoir des performances élevées, il cherche le compétitif, et très généralement, c'est des gens qui sont dévoués à la licence. Eux, ils vont complètement rentrer, en tout cas une partie, dans la communauté engagée dont on a parlé tout à l'heure. Les étapes macro. Vous voyez bien de là-bas où c'est... Ça va? Venez, rapprochez-vous. Venez Il y a encore plein de places devant. Hein. Je ne mords pas. Enfin, pas aujourd'hui, mais il reste plein de places ici, hein, s'il y a besoin.
Je vais essayer d'expliquer un petit peu mieux. On a 4 grandes étapes que vous pouvez plus ou moins retrouver aussi dans le monde du jeu, dans le monde du produit. J'ai essayé de faire moonwalk, ça n'a pas fonctionné. On va avoir l'acquisition, le problème management, la rétention et la partie growth. Sur les 2 premières briques, que j'appelle la promesse ici, votre promesse produit, qui est aussi du coup une promesse jeu vidéo, on va d'abord venir attirer la personne. Donc le prospect, c'est la personne qui va identifier votre publicité, etc., de votre jeu vidéo. Et une fois que cette personne a été attirée, elle va arriver sur votre site. Et après, on va voir aussi comment bien appuyer une fois qu'elle arrive sur le site. Mais elle va arriver ici, elle va commencer à créer un compte, parce que elle était presque convaincue. Mais c'est là où on vient vraiment appuyer sur le sujet, d'accord? Et c'est là où on met le fameux wow effect. Le time to value, il est là, il est direct. C'est ce qui va permettre en fait de générer l'acte d'achat ou de renew. On ne va pas parler du renew aujourd'hui, mais c'est au même endroit qu'on vient générer les deux. Ce que j'appelle ici le problème, la gestion du problème, c'est pas de comment on n'est pas sur du chef de projet. Hein. Là, c'est vraiment de dire que je montre ici, je viens le convaincre que le problème que tu as au quotidien, voilà comment je le règle et je te montre en 2 minutes. Une fois qu'on a passé ça, on rentre évidemment dans la rétention. Les habitudes de vos clients évoluent. Il faut que votre produit évolue. Donc, si les problèmes du client ne sont plus du tout les mêmes, là, on rentre dans un choix stratégique d'entreprise qui est de dire est-ce qu'on suit ou pas. Mais globalement, il faut qu'ici, on vienne créer 2 éléments qu'on va voir juste après. Et après, la partie growth, transaction, encore des transactions. Évidemment, on est à fond sur l'upsell et le cross-sell. Donc là, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focus aujourd'hui sur les 2 blocs du centre. Ce que j'ai listé au milieu, ce sont certains des éléments qui permettent d'aller travailler ces thématiques-là. Si je reste sur le convaincre et le retenir, on va avoir des éléments du jeu vidéo comme les daily quests, les daily rewards, le core gameplay, le storytelling, l'équilibrage, les émotions, étrangement en majuscule, mais c'est tout un tas d'éléments qui sont aujourd'hui utilisés pour créer un jeu vidéo à succès. Et tout ça, en fait, ça vient générer quoi? Une fois qu'on a réussi à le mettre bien, vous voyez d'ailleurs que Mario, il est déjà dans l'addiction, il est à fond, et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont mis en place dans un jeu vidéo à succès, c'est principalement ces 2 éléments, l'addiction et les habitudes. Ces 2 éléments sont game changers, que ce soit d'ailleurs pour un jeu vidéo comme pour un produit. Mais la question qu'on peut se poser du coup à partir de là, c'est comment concrètement ils font pour générer cette addiction et ces habitudes. Il y a 6 principaux piliers qu'on va utiliser dans le jeu vidéo. L'usability, qui est le confort tout simplement de l'utilisation. Là, le mot que je mettais, c'était vraiment pas de frustration inutile. Simple, simple, simple. Dans les échanges que j'ai, on voit très souvent que les gens pensent faire simple, mais en fait, ils font pas du tout simple. Ils font très compliqué. Et simple, attention, je crois que j'ai une punchline. Simple, c'est difficile, et difficile, c'est simple. Là, j'en suis fier. Et là, c'est exactement le cas. Et d'ailleurs, c'est le cas pour l'ensemble de ces éléments-là. Il faut vraiment rester simple. Et le jeu vidéo fonctionne très bien comme ça. Vous prenez Mario Bros, que tout le monde connaît. C'est super simple à utiliser. Et ça fonctionne quel que soit l'âge et quel que soit le personnage. Et learnability, c'est vraiment comment on vient amener petit à petit le joueur vers le summum de l'expérience. Exactement la même chose dans le produit. D'accord? Si on vient et qu'on jette absolument tout auprès de vos utilisateurs, en fait, ça va jamais fonctionner. La difficulty management, très lié au point d'avant, c'est quelque chose qui doit être progressif et adapté à votre persona. C'est-à-dire qu'une personne de ce côté-là va vouloir le faire de telle manière et va le comprendre de telle manière. Une autre personne de ce côté-là ne va absolument rien comprendre comme ça, mais va le comprendre d'une autre manière que l'autre personne n'aurait pas compris, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment s'adapter à la personne à qui on parle. Ensuite, dopamine. Alors ça, en effet, c'est pas un framework, mais ça joue énormément dessus. Ça joue énormément dessus puisque l'ajout de dopamine au quotidien à l'utilisation du jeu vidéo explose totalement les records sur plein de sujets. Je ne donne pas la réponse, j'ai une question pour vous à la fin. Mais c'est super important. Et de la manière dont on vient créer l'expérience du jeu vidéo, on passe d'une tranche 1, 2 ou 3 sur la partie dopamine. Et de la manière dont on contrôle, on ne procure pas du tout la même expérience ni la même émotion avec votre produit. Daily retention, ça, c'est un point vraiment crucial. Comment on fait revenir quotidiennement nos utilisateurs? Donc, sur les joueurs, ça fonctionne relativement bien. Mais comment demain on arrive à utiliser ce genre d'éléments sur nos produits qui font que les gens reviennent tous les jours ou presque? Et enfin, l'autonomie du user. Tout à l'heure, je parlais d'être en maîtrise.
c'est exactement ça. Aujourd'hui, on le prouve que plus un utilisateur est autonome, alors certes, ça vous donne en plus moins de coûts sur la marge brute, puisqu'il y a moins de gens derrière qui gèrent, etc. Mais au-delà du coût, on a des gens qui sont autonomes et qui peuvent driver, et voire même, si demain ça devient des champions, voire même eux-mêmes onboarder d'autres personnes dans leurs propres équipes et éviter d'avoir des coûts internes là-dessus. Donc, tout ça, c'est super cool, je sais. Mais concrètement, comment on vient essayer de l'appliquer au produit? Donc déjà, le premier power-up, qui est le storytelling, il y a 6 éléments importants qu'il faut que vous gardiez absolument en tête et que vous pouvez venir retravailler dans le produit. Quand on dit storytelling, pour avoir déjà échangé avec pas mal de personnes sur ce sujet-là, quand je parle de storytelling produit versus jeu vidéo, je ne suis pas en train de dire ça serait cool que dans vos produits, vous rajoutiez des personnages et que ces personnages ils aient un background, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. Le storytelling, aujourd'hui, c'est quelque chose, certes, qui vient nous immerger, qui vient vraiment nous captiver et nous mettre à fond dans ce qu'on fait, qui vient vraiment donner une logique entre les éléments, pardon. Donc c'est ce qu'on a ici. Parce que plus les éléments sont liés de manière logique, plus on arrive à mettre un UX qui est efficace, puisqu'on sait vraiment comment les enchaîner. Et du coup, plus on arrive à aider la personne dans le jeu, évidemment, mais même dans le produit, dans vos produits demain, plus on arrive à aider la personne à faire les 3 éléments qui sont en bas, qui sont la structuration de la pensée, la mémorisation. Et donc, plus on a des gens qui ont une structuration pensée et une mémorisation qui est forte sur votre produit, plus on est en train d'augmenter l'émotion de la personne sur votre produit, qui est positive, puisque c'est facile à utiliser pour répondre à un problème que j'ai vu que je pouvais régler en 2 minutes. Et ça, c'est clairement des boucles qui sont utilisées dans le jeu vidéo, qui sont peu utilisées de manière très concrète encore dans beaucoup de produits. Et quand aujourd'hui je discute avec pas mal de gens sur le sujet, bah parfois c'est juste ces parties-là, qui manquent et qu'il faut venir bien travailler pour bien les activer au bon moment avec la bonne personne et le bon degré. Et en plus, ce qui est super intéressant avec les histoires, c'est que une histoire est beaucoup plus simple à partager que tout un tas de screenshots ou de choses comme ça. C'est-à-dire qu'une personne, un de vos utilisateurs, ou même quelqu'un qui pourrait l'être demain, un prospect, qui a connu un petit peu l'histoire du produit, il a bien mémorisé, qui voit comment ça fonctionne, ben, c'est quelqu'un qui va la partager de manière simple et efficace. D'où le bouche à oreille. Mais attention, le bouche à oreille peut se retourner contre vous, et tout ce qui est avant est mal raconté. D'ailleurs, je vous ai rajouté un petit le savais-tu, parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant. Le cerveau, via les neurones miroirs, mélange fiction et réalité. Donc, pour ceux qui se pensent être Spider-Man, ce n'est pas vrai. Je vous le dis. Sur le storytelling, on a 3 types d'histoires en jeu vidéo qu'on utilise. La première, c'est le conceptuel, l'histoire conceptuelle. Donc, l'histoire conceptuelle, c'est vraiment une histoire. On va voir le framework ensemble juste après. C'est super simple d'utilisation. C'est très simple d'utilisation et c'est quelque chose qui vient donner vie au produit, qui vient montrer un petit peu le chemin que va avoir votre utilisateur dans sa réflexion. Je suis en galère à OK, j'ai pris le produit. La deuxième, c'est l'émotionnel. Donc là, c'est de la situation réelle qu'un prospect va rencontrer sur votre site. J'arrive sur le site, il y a une histoire qui m'est racontée qui est émotionnelle parce que c'est des gens qui sont en train de vivre la même chose que moi. Ça, vous avez peut-être déjà dû le voir. Hein. Vous allez sur un site et puis soit une vidéo, soit une histoire et vous dites ah oui, il a exactement le même problème que moi. Puis pour lui, c'est plus 40%, c'est un truc de fou. Bah ça, c'est une histoire émotionnelle. Et enfin, la dernière, c'est l'histoire fonctionnelle. Celle-ci, on ne va pas la voir ensemble aujourd'hui. Je voulais juste vous en parler avec les 3 types d'histoires parce que cette histoire fonctionnelle, elle fait le lien entre tous les éléments de manière logique. Et ce n'est pas uniquement faire un UX Pass, hein, c'est vraiment raconter une histoire de bout en bout. Celle-ci, elle prendrait un temps vraiment assez important en termes de framework, d'explication et de test ensemble. Donc, c'est quelque chose qu'on peut imaginer sur une autre présentation ou directement via la newsletter. Donc, si on se focus sur la partie conceptuelle, alors nous, je ne suis pas fou, je n'ai pas oublié des mots dans ma slide. Aujourd'hui, on a un framework, comme je vous le disais juste avant, qui est très simple d'utilisation. On va avoir un héros, on raconte une histoire, on va avoir un héros, on va avoir le méchant, on va avoir son combat à notre utilisateur, potentiel utilisateur, notre prospect. On va avoir les problématiques qu'il va rencontrer pendant ce combat,
et le rêve qu'il a, mais est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut pas, d'accord? C'est un petit peu, c'est le stéréotype même de l'histoire, hein, avec j'ai un problème, tout va bien, ah puis finalement ça va plus, et puis en fait tout va bien, d'accord? On vient jouer sur cet émotionnel-là. Donc je vais faire un exemple avec vous. Imaginez un héros qui est un artisan. Cet artisan, en fait, il va avoir des difficultés avec un certain méchant, avec la collecte d'avis. Le combat de ce méchant de tous les jours, il combat ce méchant tous les jours en envoyant des emails, en appelant ses clients. Et je suis là, putain, je vais les appeler, c'est galère. Hein. C'est vraiment galère, j'ai pas d'outils, donc je dois les appeler pour collecter les avis, etc. C'est un petit peu relou, quoi. Mais en fait, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et donc ça, psychologiquement, c'est en train de le cuire, quoi. Et du coup, ça a un impact sur, certes, sa visibilité, puisqu'il n'y arrive pas. Mais vu que sa visibilité elle a un impact sur son business, ça devient vraiment compliqué. Et ça crée vraiment un stress chez lui au quotidien. Du coup, c'est normal, c'est naturel. Hein, on est tous humains. Il rêve d'un jour où ses clients, ils seront autonomes. Et tout sera automatisé. Sauf que, certes, il rêve, mais il n'agit pas. Il n'agit pas parce que c'est pas son domaine, il ne sait pas à qui parler, il ne sait pas par où commencer. Il ne sait même pas d'ailleurs si ça existe. Même s'il fait des recherches, il voit des trucs, mais ça l'intrigue, mais sans plus. Donc, notre pauvre héros, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui n'est pas trop le cas quand même dans les histoires, les Marvel, ils n'abandonnent jamais. C'est qu'il s'accommode du statu quo. Il abandonne. Il dit bon. Puis un jour, en fait, il voit un produit qui s'appelle Eldo. Dédicace, cher ami. Et on voit que ce produit Eldo, c'est cool. Il propose une solution, alors pas que, hein, avant de me faire taper sur les doigts, mais il propose une solution qui est prête à l'emploi pour la collecte et la gestion des avis, la mise en avant en quelques minutes et toute la personnalisation dont il a besoin. Donc là, on vient en quelques points de clarifier vraiment de où on part jusqu'à ce qu'on a besoin avec les challenges qu'on va rencontrer au milieu. Ça, on l'utilise tel quel dans le jeu vidéo. Je l'ai utilisé plein de fois et ça permet de clarifier une situation, ça permet vraiment de mettre les choses en place. Alors évidemment, ça ne va pas seul, hein, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, mais c'est un des éléments. C'est un élément qui peut se faire en workshop et c'est un élément qui peut être macro comme micro. Quand vous pouvez utiliser ça pour expliquer votre produit de manière vraiment globale, mais vous pouvez l'utiliser pour venir expliquer une feature. Vous pouvez même l'utiliser pour travailler sur une nouvelle organisation. La deuxième, c'est l'émotionnel. J'ai mis des petits codes couleurs ici. On va avoir 5 étapes clés: défi, progrès, réussite, inspiration et action. Vous vous souvenez de la partie émotionnelle, hein, c'est que c'est les gens, ils sont un peu comme nous, on est vraiment dans le même délire, ils ont les mêmes problèmes, etc. Là, l'histoire qu'on va voir, c'est un prospect qui est sur votre site. Il arrive, il a été attiré, vous vous souvenez du premier bloc, il arrive sur la deuxième partie. Et là, on a Albert. Albert, c'est un chouette gars. Albert, c'est le responsable marketing chez XYZ Corp. Alors oui, j'ai été inspiré pour le nom de l'entreprise, c'est vrai. Et chez XYZ Corp, c'est même pas facile à dire, en plus j'ai été con, il subissait le stress d'une gestion de projet chaotique. Mais vraiment, c'était le bordel, il n'y arrivait pas. Il n'y avait rien qui était centralisé, la communication, elle était fragmentée. C'était vraiment le bazar. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape, le progrès. Là, en fait, il fait la découverte de Prod PU. Je suis bien chauffé aussi, qui a transformé la donne. Et en fait, finalement, cette tâche, maintenant, grâce à Prod P, même ça, c'est pas facile à dire, putain. Même ces tâches viennent se centraliser, tout est bien mis dans les temps, et ça redonne, encore une fois, le contrôle à Albert. Je lui donne le contrôle, la maîtrise de la situation. Du coup, grâce à ça, on passe à une réussite qui est incroyable, puisque grâce à cet outil PP, on ne dérange pas si je dis ça à la place, les résultats sont incroyables, spectaculaires. On met des superlatifs, hein, ça fait partie du jeu. Une augmentation de la productivité de l'équipe de 40%. Alors oui, c'est peut-être que 1% de nos clients, mais l'histoire, elle est là, il faut la raconter. Hein. De 40% et évidemment des projets dans les temps, une satisfaction qui est retrouvée sur le visage d'Albert. Et là, on imagine bien le visage d'Albert en vidéo, souriant, etc. Et là, une fois que votre prospect se dit « Putain, ça a l'air vachement bien », là, c'est là où on appuie. Cette histoire, elle n'est pas unique. C'est-à-dire qu'il y en a plein d'autres qui sont comme toi, qui ont le même problème. Il y a une communauté de dingue là-dessus.
Et il y en a plein d'autres qui ont réussi à faire ces 40%. Donc, viens découvrir ProdP, PP, comment a inspiré Albert et tant d'autres à surmonter les défis similaires, à progresser et à atteindre le succès, à progresser. On en revient au tout début quand je parlais que dans le jeu vidéo, la progression, ce sentiment d'avancer, il est super important, encore dans la majorité des jeux. C'est exactement pareil pour vos utilisateurs, parce qu'en fait, la différence entre un jeu, enfin la similarité pardon, entre un jeu et un produit, c'est la personne qui est au centre. C'est un humain et on a tous un cerveau qui fonctionne plus ou moins de la même manière. Et ces sentiments-là, pour la plupart des gens, ont un impact sur votre dopamine et sur tout un tas de choses qui font que on s'accroche derrière à tout ça. Et c'est là où on va appuyer et on vient finaliser. On va pas dire le finisher, mais c'est rejoignez cette communauté. On rappuie. T'es pas tout seul. Il y en a plein qui ont été ton problème et qui ont réussi. Transformer votre quotidien. Donc, on parle vraiment d'une transformation. On change ce que tu avais avant en quelque chose de quotidien. Donc, est-ce que c'est en mieux encore? On va voir. Et en une success story, donc quelque chose qui vraiment vient te permettre de réussir. Et surtout, avec Repé, on rappelle le pourquoi et quand, dès aujourd'hui. Car la promesse, elle est aussi là. Hein. Là, on change tous tes problèmes, on change ton quotidien, on change ton comportement pour du meilleur dès maintenant. Tu cliques sur le bouton, tu t'inscris, tu as gagné. On n'attend pas une semaine, 2 semaines, on ne fait pas un onboarding de 2 mois, 4 mois, etc. Non, tu t'inscris, demain, tu as gagné. Et donc, ces types d'histoires-là, celle-ci, on va l'utiliser beaucoup plus sur un aspect product marketing ou marketing. La première, on va l'utiliser pour faire du vrai cadrage, aller plus loin dans le cadrage, qui va venir se lier avec tout un tas de documents, dont certains qu'on va voir aujourd'hui. On va passer au deuxième. Meilleur gif de la présentation, vous pouvez le prendre en photo et tout, il est top. La boucle OCR. Alors, j'ai mis ce gif, parce que j'aime beaucoup Homer, on est potes, et parce que, petit jeu de mots, boucle, voilà. Je me suis un petit peu chauffé. Boucle OCR, alors qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, encore une fois, on rentre dans un framework très simple d'utilisation. Très, très simple. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'objectif, il est vraiment de venir gratter la manière dont on réfléchit, dont on cadre les choses, et qu'une prochaine fois, on pourra peut-être rentrer dans l'art, dans plein de sujets. Cette boucle OCR, je l'utilise tous les jours d'ailleurs. Si vous avez peut-être fait attention, elle est utilisée au début de la presse. D'accord? C'est ce qui a permis de mettre le cadre au début de la presse. L'objectif, pourquoi on se voit aujourd'hui, à part boire un coup, mais pourquoi on se voit aujourd'hui, le challenge qui était notre super boss Bowser, et le reward, la récompense, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Donc, je me suis amusé. Ouais. J'aime bien faire ce genre de choses. Là, je vous ai mis 2 boucles OCR, une macro et une micro, parce que cette boucle, elle peut être utilisée à l'infini d'un point de vue échelle. Ça peut être du très, très, très micro, comme du très, très, très high level, très macro. Si je prends l'exemple de notre cher It's Me Mario. Il n'y a personne qui pouvait mettre le son là, ça aurait été génial. L'objectif, trouver et récupérer la princesse Peach auprès de Bowser. Tout le monde connaît Mario quand même? C'est bon? Le challenge de Mario au quotidien et donc du joueur, c'est évidemment de comprendre et de finaliser chacun des niveaux, avec chacun ses spécificités. Et la récompense du joueur en faisant ça, et donc de Mario, c'est évidemment certes déterminer le jeu, mais c'est aussi d'avoir cette satisfaction émotionnelle et narrative, d'être allé au bout du sujet, et donc du coup, on vient renforcer l'expérience globale de la licence. Maintenant, si je passe sur une partie un petit peu plus micro, parce que là c'est bon, globalement, on sait où on va, et l'objectif de Mario et du joueur, c'est de finir évidemment le niveau en cours. C'est ça le micro. On pourrait aller encore plus micro, hein. Peu de place sur la slide. Mais le premier niveau de micro, c'est je dois finir mon niveau pour passer au prochain, et ainsi de suite, pour atteindre l'objectif qu'on a vu juste ici. Les challenges qu'on va avoir là-dessus, ça va être des obstacles spécifiques par niveau. Donc, il faut encore une fois que j'apprenne de manière plus micro ce que je vais venir affronter, etc., etc. Et ça va me permettre du coup de débloquer d'autres choses, des nouveaux niveaux, et ainsi de suite. Si on fait le test, un petit test comme ça, sur une partie un petit peu plus produit. Là, je suis sur une boucle assez macro. Alors, donc, ça peut être product marketing, ça peut être product manager, ça peut être CPO, product leader, lead, head of, ce qu'on veut. Et là, je vais avoir un objectif qui peut m'être donné par mon manager ou par la discovery ou par je ne sais quoi, qui va être d'identifier les prochaines opportunités business. C'est même assez balèze. Et là, le challenge que je vais avoir dessus, c'est d'avoir un marché qui est tendu, qui n'est pas du tout digitalisé, où on a très peu d'accès aux clients.
pense qu'il y en a beaucoup ça, qui ça arrive. Et la récompense de ça, bah, si on arrive à hacker, à craquer ce truc-là, on va avoir un nouveau segment business, du leadership dans le secteur, et surtout, on va avoir des arguments qui sont très forts sur les levées de fonds et du M&A. Donc là, en 3 bullet points, globalement, je sais ce que je veux faire, je sais l'impact que ça va avoir, je sais ce à quoi je vais devoir me confronter, et c'est important parce que en fonction de ce qu'on identifie là et qu'on valide, ça peut déclencher tout un tas d'actions et d'étapes à anticiper. Donc ça, ça vraiment, et puis d'ailleurs, vous pouvez, et je vous le conseille fortement, venir le backuper avec de la data. Quand cette boucle CR backup avec de la data, c'est du sneakers. C'est vraiment, en tout cas, ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien. Et là, on le voit sur la partie micro. Maintenant que je sais globalement où je vais, bah, j'ai un autre objectif. Dans cet objectif macro, j'ai mon autre objectif qui est de venir diviser par 2 le temps investi en tant qu'utilisateur du produit principal. Parce que je sais qu'en fait, cet objectif bah, rentre dans la partie, dans l'opportunité de business. Et le challenge que je vais avoir dessus, bah, c'est qu'en fait, aujourd'hui, mes utilisateurs, bah oui, ils passent beaucoup de temps, mais parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'étapes qui sont mandatory. Donc ça, c'est un challenge. Le fait d'avoir juste beaucoup d'étapes, c'est pas un challenge. On retravaille l'UX, on retravaille le storytelling, ça fonctionne. Par contre, le fait d'avoir beaucoup d'étapes mandatory, comment on vient le travailler pour enlever des étapes qui sont censées être obligatoires? Donc là, on a un vrai challenge. Aujourd'hui, on a aussi peu d'échanges partenaires pour des intégrations et on a une stack technique qui est trop legacy. Ça, je pense qu'on est plusieurs à avoir ce genre de truc. Et la récompense de ça, par contre, si on y arrive, bah, on a un argument de poids pour le churn, la rétention, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par des analyses, la discovery, les data, on se rend compte qu'on a X% de nos churners qui sont là parce qu'en fait, ils investissent trop de temps. On sait que ça va être un véritable argument commercial sur la partie scale. On va avoir une archi technique qui sera plus clean, parce que grâce à ça, en fait, on a été obligé de le retravailler. Alors oui, il y a des priorisations, il y a des choix à faire, mais grâce à ça, on a été obligé de le retravailler. Et surtout, ça va nous permettre d'avoir un rapprochement, une visibilité dans l'écosystème. Parce qu'en ayant mis ça en place, on va pouvoir travailler avec des partenaires, on va pouvoir faire du M&A potentiellement aussi. Donc ça, c'est la petite boucle CR. C'est super facile à utiliser et comme je disais tout à l'heure, dès demain, vous pouvez arriver, reprendre une feature, tester le truc, un truc qui n'est pas encore clair, le clarifier là-dessus. L'ensemble de ces éléments vient vraiment clarifier, vient vraiment préparer le delivery. Plus on est clair sur ce qu'on veut mettre en place, pourquoi on veut le mettre en place, et comment on va le mettre en place, et ce qu'on va devoir affronter, nos boss, nos challenges au quotidien, bah, plus ça on le sait, plus on s'y prépare. Et plus on s'y prépare, plus on sera bon sur le delivery. Ça m'évite de re-rentrer dans un autre sujet, c'est mais pourquoi en fait on décale toujours le delivery. Troisième power-up, équilibrer l'expérience avec le RLD. Ouais, et là, il est possible que vous soyez tous comme notre cher Link, à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il raconte avec son RLD? J'ai l'impression qu'on va faire un truc chelou. Pas du tout. RLD, c'est pour Rational Level Design. Le RLD, dans le jeu vidéo, permet de venir équilibrer l'expérience du jeu, les différents niveaux, en se basant sur les mécaniques de gameplay et tous les éléments. C'est un document qui est clé, puisque si votre équilibrage n'est pas bon, bah, on n'est pas prêt d'y jouer en fait à votre jeu. Et c'est là où c'est important parce que la difficulté quotidienne que vous allez mettre dans votre produit, c'est exactement la même chose. Alors là, je vous ai mis 2 écrans super barbares. Alors là, c'est le moment où tout le monde fait oh, qu'est-ce que c'est? Mais vous êtes très sage. Ces 2 écrans-là, je vais commencer par celui-ci. Ouais, petite parenthèse, ce sont des vrais écrans. Je n'ai pas inventé des écrans, hein. C'est des écrans que j'ai mis en place quand je bossais dans les vidéos. Ça, c'est la première partie du document. En fait, vous allez avoir les niveaux au-dessus. Et pour chacun des niveaux, j'ai noté, on a identifié le nombre d'ennemis, le nombre de malus, le nombre de buffs, de debuffs, etc. Quand est-ce qu'on vient introduire une nouvelle capacité? Je crois qu'il y en a qui commencent à dire, ah ouais, putain, en fait, dans le produit, il y a moyen de faire un truc. Oui, tout à fait. Et donc, quand est-ce qu'on les introduit? Quand est-ce que notre utilisateur vient est en apprentissage? Pendant combien de temps? Quand est-ce qu'il le maîtrise? Et un autre point très intéressant, le temps nécessaire. On va en reparler un petit peu après. Mais le temps nécessaire, savoir le temps qui est nécessaire à votre utilisateur / joueur
pour atteindre un objectif que vous identifiez de business, et c'est juste crucial en fait. Si vous ne savez pas le temps qui est nécessaire pour réaliser et atteindre un objectif, c'est quand même assez compliqué derrière de venir le tweaker correctement. Tweaker équilibré, pardon. Et de l'autre côté, de l'autre côté, celui qui est encore un petit peu plus barbare, on était vachement dans les couleurs à l'époque, c'est que en gros, là, on vient travailler via le RLD l'introduction de nouvelles fonctionnalités. Ici, on vient dire, ah bah en fait, il va y avoir cet élément qui va arriver, il faut en parler comme ça, il arrive à tel niveau, il y a une telle mise en situation dans le jeu, slash produit, qui permet à notre joueur de bien comprendre l'impact que ça va avoir pour lui au quotidien. Donc je me suis chauffé encore une fois, je comprends que je me chauffe souvent quand même, et je me suis dit que j'allais tester un petit peu pour vous montrer le truc sur la partie produit. Alors je suis désolé, apparemment là-bas on va pas voir, mais encore une fois vous pouvez vous rapprocher. De toute manière, ce deck sera disponible après, donc vous pourrez aller piocher, hein, évidemment. Donc là, sur le Rational Level Design appliqué au produit, je suis parti sur un onboarding basique. Parce que ça peut être utilisé pour le produit en lui-même, mais aussi sur des onboardings. Et d'ailleurs, c'est plutôt efficace sur l'onboarding. Là, ce qu'on va avoir à gauche, c'est les étapes de l'onboarding. Je me suis arrêté à 3, vous m'en voulez pas. Je me suis déjà pas. J'ai passé quand même pas mal de temps. 3, on a l'utilisateur, on apprend plus sur l'utilisateur, ajouter un fichier dans mon espace et partager le fichier. C'est assez basique, on pourrait dire, vas-y, on ouvre une popine et puis termine à nous. En fait, ça, ce que ça permet de faire, c'est de dire, parce que là, ce qu'on voit pas, c'est que là, il y a écrit résolution du problème. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais mis des étapes. Pas anodin, tout est lié. Mais normalement, après, vous allez avoir un autre gros bloc comme ça, qui est juste là, vous ne le voyez pas, il est caché, mais qui a un autre bloc là-bas qui va être l'autre étape. Et dans l'autre étape, de dire, bah, est-ce que cette étape-là, qui est l'introduction dans résolution du problème, est-ce que cette étape-là, pardon, elle est toujours en apprentissage ou est-ce qu'elle est maîtrisée dans l'étape 2? Et ça, c'est un impact qui est super intéressant sur votre produit parce que si vous ne savez pas, encore une fois, quand votre utilisateur maîtrise une fonctionnalité de votre produit, c'est un petit peu problématique de connaître réellement l'expérience qu'il vit et donc les émotions qu'il a au quotidien avec votre produit. Et pire encore, on pourrait avoir un mauvais discours commercial sur de l'upsell cross-sell via des CSM, par exemple. Exemple très basique, puis CSM, et je vais dire, bah, tiens, je vais rappeler mon client Alessandro. Ça fait 1 mois et demi qu'il est dessus, c'est sûr que les fonctionnalités, il les maîtrise, faut pas déconner, quoi. Ouais, sauf que moi, en fait, je suis pas très technologie, quoi. Et donc, en fait, ce qu'il faut chez vos clients lambda, où il faut 1 mois et demi, bah, moi, en fait, il me faut 3 mois. Mais le CSM ne le sait pas. Donc, en fait, il va venir me voir, il me dit, ah, ça va, Alessandro, comment ça se passe le produit? Je dis, bah, c'est super cool, je comprends rien encore, mais c'est super cool. D'accord, ok. Bah, tu sais qu'on a sorti 2 autres features? Ouais, ok. Et là, en fait, on rentre dans un truc qui est assez tordu, même si je comprends le délire, qui est de dire, on essaie de pousser une nouvelle fonctionnalité à un client qui ne maîtrise même pas la basique. Donc forcément, les chances de upsell cross-sell sont relativement basses, à moins que vous arriviez avec une feature qui dit ah, c'est tellement le feu de Dieu, oublie tout ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui. Bon, pourquoi pas, mais c'est quand même assez rare. Mais globalement, vous êtes uniquement en train de rajouter ce qu'on appelle du bruit dans l'émotion procurée par votre produit, dans l'expérience de votre produit, plus qu'autre chose. Alors que avec une analyse comme celle-ci, plus le temps dont on a vu tout à l'heure, on sait concrètement à quel moment il faut appeler la personne, à peu près. Et donc, on peut avoir un discours qui peut être similaire, mais qui peut avoir un impact beaucoup plus important. Donc, tout est une question de timing sur ces sujets-là, et ils sont super importants. Vraiment, il y a un impact qui change là-dessus. Et pire que ça, la personne pourrait faire du bouche à oreille, mais pas dans le bon sens. Alors, attends, déjà que je galère, il me rajoute des features tous les jours, on comprend plus rien. Bon, finalement, je vais peut-être aller chez le concurrent où j'ai une feature qui a l'air simple. Donc là, vous tirez une balle dans le pied, alors qu'en fait, vous étiez en train de lui apporter un truc qui va lui permettre d'aller plus loin, plus vite. Mais lui, il ne comprend pas comme ça. Parce qu'en fait, il y a trop de bruit. Donc c'est pour ça que cet outil, il est super puissant. Pas que pour ça, hein, mais déjà, c'est une première étape.
Ensuite, on va avoir pas mal de colonnes. Rassurez-vous, on ne va pas se faire toutes les colonnes, même si je suis bien chou, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais c'est vraiment de l'explication pas à pas. Ce qu'on devrait en fait faire plus souvent en tant que product manager, par exemple, mais qu'on ne fait pas tout le temps, ou pas comme ça. Et du coup, on va créer des trous en fait à certains moments, et ces trous vont venir créer un décalage dans la compréhension, dans le temps qui est nécessaire, et dans plein de choses. Et ce trou-là, bah, pareil, il peut être assez compliqué à réabsorber derrière. Donc là, ce genre de document, généralement, dans le jeu vidéo, c'est fait par le game designer. Moi, je me suis régalé, j'en ai fait vraiment beaucoup de ça. C'est peut-être pour ça que je suis un psychopathe des règles bien faites, bien structurées, etc. Mais l'impact, il est vraiment intéressant. Là, on prend la première ligne, je sais quand est-ce que ça introduit. Là, je suis au tout début de mon produit, onboarding. Boum, ça, alors imaginez qu'il y en a une dizaine en dessous. Ok, ça introduit, ça introduit, ça introduit. Ok, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Mais c'est quand? Ok, c'est dans la deuxième étape que je l'introduis, si et seulement si la première a été identifiée en maîtrise. On ne fait pas de bruit, on ramène pas à pas les éléments. On explique la mise en situation, ou le contexte, les quelques particularités qu'il faut absolument qui doivent être prises en compte lors de la mise en place, que ce soit design, sound, que ce soit développement. Et après, on va parler d'un autre point qu'on ne va pas avoir dans la présentation aujourd'hui, mais que je tenais vraiment à préciser, puisque ça aussi, on le sous-estime, c'est ce qu'on appelle les signs and feedback. Les signes et les retours utilisateurs. Les signes sont en amont, là où le feedback est après. Le signe vient informer votre joueur ou votre utilisateur qu'il se passe quelque chose ou qu'il va se passer quelque chose. Le feedback, ça va être un retour direct de l'action de l'utilisateur sur ce qu'il vient de faire. Le signe permet d'attirer. Par exemple, vous êtes sur un outil que vous adorez, imaginez qu'il y a sur la petite cloche, en haut à droite des notifications, on va avoir une petite bille rouge. Un signe. On essaie de m'attirer, on essaie de me dire, il y a quelque chose là-bas pour toi. Quand je vais cliquer sur cette cloche, ben, je vais avoir du coup un feedback. Parce que tout de suite, je vais voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui les travaillent très peu, voire pas du tout. Et ça vient rajouter encore une fois du bruit sur la compréhension de votre outil, de votre produit, et sur l'émotion que vous voulez procurer. Je dis beaucoup émotion, mais c'est vraiment important, parce que si vous créez des frustrations dans votre produit, qui est une émotion, et si ce n'est pas une frustration qui est positive, parce qu'il y a des frustrations qui sont positives et négatives, si ce n'est pas une frustration qui est positive, vous venez juste vous tirer encore une fois une balle dans le pied. Les frustrations positives, elles servent à donner envie d'aller plus loin. On utilise d'ailleurs beaucoup dans le jeu vidéo. Et donc, dans le feedback, on peut avoir très clairement du design d'explication, dans un premier temps rempli par le PM, et dans un deuxième temps, ça peut être aussi complété, parce que c'est un document quand même qui est voué à échanger, à partager avec les autres équipes. On retrouve le temps nécessaire. Vraiment, vraiment important. Ça paraît un détail, ça. Mais plus vous allez maîtriser le temps qui est passé par vos utilisateurs à réussir un objectif que vous devez leur donner dans le storytelling, plus vous êtes en capacité d'avoir les bons discours et les bons affichages au bon moment dans votre produit. Et plus vous arrivez à faire ça, plus on est dans quelque chose qui est smooth, et donc vraiment ouvrir la porte vers la partie growth, le dernier bloc qu'on a vu tout à l'heure. Évidemment, on rappelle la récompense. Pourquoi l'utilisateur, qu'est-ce qui gagne en fait l'utilisateur à le faire? Et le challenge identifié. J'aurais pu rajouter un élément en dessous, mais on va le voir après, qui est justement le mental state flow, qu'on va juste voir dans quelques slides. Évidemment, la difficulté, ici, je rajoute une difficulté qui me dit, ça, pour notre utilisateur, notre persona lambda, qui vient d'arriver sur le produit, c'est assez simple. Ça, c'est assez complexe à faire. Et ainsi de suite. C'est important parce que quand vous allez avoir l'expérience globale dans votre Excel, avec des schémas, vous allez tout de suite pouvoir voir, à ce moment-là de son expérience, c'est compliqué pour lui. Ça va être compliqué à gérer. Et donc là, il y a plein de discussions qu'il peut y avoir. Est-ce qu'on la laisse comme ça? Est-ce qu'on la retravaille? Est-ce qu'on la laisse comme ça, mais qu'en fait, on met une deuxième possibilité qui, elle, devient un upsell? Ouais, en fait, au lieu de passer 3 minutes 30 tous les matins à le faire, et dès que ce soit complexe, peut-être que tu peux en avoir une plus simple qui coûte pas cher. Donc ça permet aussi de travailler l'upsell et le cross-sell. Là, on va parler du Power Up 4, la stickiness. Alors, je vais reposer la question. Tout le monde ici sait ce qu'est la stickiness? Non? On a des oui et des non. Peut-être. On va faire simple. La stickiness, c'est la capacité de votre produit à faire revenir les gens quotidiennement. D'accord? Plus votre taux de stickiness est élevé,
plus ça veut dire que vos gens reviennent sur votre produit. Et donc, plus ils reviennent sur le produit, plus c'est que théoriquement, le produit est apprécié et qu'il répond aux besoins. Cette stickiness-là, dans le jeu vidéo, elle est travaillée, on l'a travaillée en tout cas sous 8 axes principaux. Les activités qu'on appelle des streaks, ou streaks, qui elles sont en fait la capacité d'un produit à dire si tu reviens demain, tu gagnes ça, si tu reviens après-demain, tu gagnes ça aussi, et ainsi de suite. Et plus tu streaks, bah, plus tu gagnes des choses. Et on va voir d'ailleurs un outil qui le fait juste après. Le deuxième, c'est l'équilibrage. On a légèrement parlé tout à l'heure, mais si votre expérience n'est pas adaptée, elle n'est pas équilibrée à l'utilisateur, et attention, on peut avoir plusieurs personas. Tout à l'heure, je parlais d'Eldo, puisque j'ai passé mes 2 dernières années là-bas, on va avoir plein de personnages différents. Et pour le persona A, B et C, la même action n'avait pas le même impact psychologique. Alors pour la première personne, ça prenait 1 seconde à faire, tchouk, la troisième, elle mettait 3 minutes. Donc vraiment, l'expérience, ça doit être équilibré, et votre objectif doit être lié à cette expérience équilibrée qui est liée à un objectif business. Il faut vraiment tout linker, parce que si vous ne linkez pas, bah, comment vous faites? Les événements limités, les nouveautés à la semaine, à la journée, des partenariats qui arrivent, des discounts. Si tu passes sur le modèle X dans les 30 prochains jours, tu récupères 10%. D'ailleurs, si pendant un mois, si tu arrives à inviter 15 personnes, tu regrattes encore 10 €. Mais ça, c'est que pendant un mois. Donc, c'est maintenant, vas-y, fais-le. 4, les nouveautés. Si votre produit, comme dans le jeu vidéo, en fait, n'a pas de nouveautés régulièrement, attention à ne pas rentrer dans la feature factory, mais s'il n'a pas des nouveautés à impact, j'appuie sur le mot régulièrement, bah, on peut se poser la question de est-ce que finalement ce produit n'est pas abandonné, est-ce qu'il me correspond finalement? Alors que peut-être le produit est parfait pour lui ou pour elle, mais psychologiquement, le fait de ne pas voir le produit évoluer, on se pose la question de où est-ce que ce produit va. Et quand un utilisateur se dit il va où ce produit, on ne rassure pas. 5e, la compétition. Alors là, attention, je parle jeu vidéo. J'ai eu les petits cœurs. Vous avez vu les petits cœurs? C'est pour dire que c'est pour le côté jeu vidéo. Compétition, e-sport, multijoueur, évidemment, leaderboard. Dès qu'on arrive à rentrer ce genre d'éléments-là dans le type de jeu qu'on veut, et qu'on vise, encore une fois, un public précis, par exemple ici, les hardcore gamers, c'est mandatory. La partie collectionniste, ça marche super bien dans le jeu vidéo. Plus compliqué à mettre en place sur le produit tel quel, sauf si on rentre dans des sujets comme la gamification. Collectionniste, pour rappel, c'est la volonté d'une personne à avoir tous les éléments du jeu, donc de la gamification. Et cette gamification, la travailler un petit peu partout dans le produit. Le 7e point, la communauté, on en a parlé, je ne vais pas rentrer dedans, mais l'impact, il est vraiment important, puisqu'on ne se sent pas seul et on sait que d'autres gens réussissent très bien grâce au même produit. Et enfin, les notifications qu'on sous-estime aussi beaucoup. Mettre en place un système de notification, c'est pas uniquement envoyer des pushs. Il y a des stratégies de notification, le bon message à la bonne personne au bon moment, en fonction de l'action qui est faite, etc., etc. Duolingo est très fort là-dessus. Petit exemple, d'accord, qu'il y a dans le jeu vidéo aujourd'hui. Collectionnite, à gauche. D'ailleurs, vous voyez, ils sont tout mignons, ils nous sourient, les petits Pokémon, là, les petits trucs. Je veux tous les capturer. Et je les veux tous. C'est important parce que la collectionnite, cérébralement, encore une fois, ça a de l'impact chez l'humain. Le deuxième, récompense quotidienne. Chaque jour que je me connecte, je récupère quelque chose. Donc, je vais venir me connecter, surtout si en fait la récompense a un impact sur mon expérience. Imaginons ce bout de poulet. Là, il y a écrit x1. Bah, peut-être qu'en fait, si je ne viens pas la récupérer, si moi je dois le récupérer seul au quotidien, bah, il faut peut-être 2 heures, quoi. Alors que là, j'ai juste à me connecter. Et là, ils ont réussi à me faire revenir sur le jeu. Et une fois que je suis sur le jeu, bon message, au bon moment. Bon, bah, vu que je suis sur le jeu, peut-être que je peux prendre un quart d'heure pour faire une quête. Ou peut-être que je peux prendre un deuxième quart d'heure pour faire une deuxième quête. Et ainsi de suite. Le produit, c'est la même chose. Même si dans votre produit, voilà, je ne vous conseille pas d'offrir des bouts de poulet. Enfin, après, ça dépend de la boîte. Mais ensuite, on va avoir les silent feedback dont on parlait tout à l'heure et l'event. Ici, on va avoir notre cher Lambal. Vous voyez, il brille. Et un petit son de pour dire, il se passe un truc, il se passe un délire. Ça, j'ai peur en fait de le louper, moi, si je me connecte pas. Parce qu'en fait, c'est trop puissant, ça me permet de débloquer des quêtes et des machins et tout, c'est trop bien, il me faut ce petit mouton atypique. Donc, je me connecte. Feedback, action directe. Je vois qu'il y a, voilà, vous ne voyez pas, encore moi là-bas. Mais il y a des chiffres
Il y a plein de petits chiffres, des petites lumières jaunes un petit peu partout, mais qui montrent qu'il se passe quelque chose. Et du coup, côté produit, qui aujourd'hui fait ce genre de choses? Un des meilleurs aujourd'hui là-dessus, c'est Duolingo. Alors, ce qu'il faut savoir pour Duolingo, c'est que ils ont tenté une première partie. Hein. Ils ont essayé déjà de faire de la gamification au début. Bon, ils sont pris un petit peu le mur. Parce que pour rappel, mettre la gamification, c'est engager en appliquant les mécanismes du jeu à des contextes non liés au jeu. Oui, c'est très simpliste, c'est volontaire. Mais c'est vraiment de dire, on vient récupérer des choses côté jeux vidéo, on vient les appliquer dans votre contexte produit. Donc, on vient rapporter, je suis moi quelqu'un qui dansait là-bas. On vient rapporter vraiment ces éléments-là. Et là, on le voit très très bien. Hein. On vient voir le strike dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le basique du jeu vidéo. Hein. Bien joué, tu le fais tous les jours. Alors, 365 day streak, ah, il est balèze quand même. Hein. On va pas se mentir, il est balèze. La notification, attention, attention, ton streak, il est en danger. Alors après, évidemment, vous doutez que s'ils ont ce message-là, c'est qu'il y a une analyse derrière qui a été faite. Hein. Cette analyse, elle est de dire que les gens qui font des streaks, ils veulent vraiment pas les perdre. Au-delà du Duolingo, ils veulent pas les perdre, leurs streaks. Bizarre de dire non, leurs streaks, c'est plus chelou. Là, ils ont rajouté une notion d'XP, d'expérience. On en revient encore à la gamification avec la notion de jauge. Donc tout ce que je fais se complète. Et là, on revient dans la psychologie. Cérébralement, on aime bien, attention, encore une fois, c'est pas moi qui invente ça, hein, mais cette notion de complétion et de progression, elle a un impact sur la dopamine, elle a un impact sur ce qu'on ressent au moment où on voit cette jauge et sur l'envie. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus de produits PLG, ils viennent vous mettre les petits blocs en bas à droite ou à gauche en mode tiens, fais ça dans ton onboarding et ça se complète. C'est pas anodin. C'est parce qu'il y a toute une analyse derrière qui montre que mettre ce genre de petits détails cumulés avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, bah en fait, on vient booster le ressenti de l'utilisateur. Leaderboard, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pas que pour les hardcore gamers. Hein. Les casual gamers aussi, et les profils comme nous tous, sur un produit, on aime aller faire du leaderboard. Et en plus, ils ont été bons puisqu'on est quand même sur un truc d'apprentissage. C'est quand même pas là où la plupart des gens veulent venir jouer, on veut apprendre. Donc c'est là où ils ont réussi à démocratiser ça. Néanmoins, attention, ne copiez pas ce que font les autres sans réfléchir. Et Duolingo a une très belle leçon là-dessus. Un super screen qu'on voit pas, mais qui est de dire que ils se sont inspirés d'un jeu qui s'appelle, par un match free qui s'appelle Golden, bon, j'ai plus le nom, Garden quelque chose, qui est un match free, donc les éléments, vous savez, comme Candy Crush, ça parle peut-être plus aux gens. Et en fait, dans ce jeu-là, il y a un nombre de coups limité. Alors, et ce nombre de coups limité vient remplir une jauge. Et une fois qu'il n'y a plus de coups, il n'y a plus de coups. Mais du coup, globalement, ils ont mis ça en place. Ils se sont dit, putain, gamification, c'est royal au bar, tout le monde fait ça, ça a cartonné, on le veut dans le Duolingo. Et bah, fail total, parce que ça fonctionne dans votre matcherie. Vous savez que si vous n'avez plus de coups, vous êtes en galère, quoi. Et donc, eux, ils mettent derrière en place toute un système de monétisation qui dit, hey, t'as perdu, mais t'as pas vraiment perdu si tu payes 1,99 €. Voilà, je pense que sur votre produit, si à chaque fois que la personne rate, tu dis, attends, si tu payes 1,99 €, je génère ton CSV, je suis pas sûr que ça passe. Mais concrètement, ils l'ont tenté. Et ils sont très mûrs. Il n'y a rien qu'à bouger. Les stats ont même chuté par certains endroits, je crois. Et en fait, c'est là où ils se sont rendus compte que, bah ouais, mais en fait, dans le jeu, c'est un match-rip, pas nous. Ça fonctionne pas, en fait. C'est pas du tout les mêmes règles. Donc, c'est important de se dire, bah, je vais pas prendre toutes les règles de gamification et les shooter en mettant juste des badges, des machins. Il faut réadapter aussi la gamification à l'expérience que vous voulez créer, à celle que vous avez déjà, et surtout au gameplay de votre produit. Alors, le gameplay dans le jeu vidéo, c'est la manière dont on joue, les actions qu'on fait. Et ben, dans votre produit, c'est votre flow, c'est ce qu'on doit faire au quotidien. Et leur courbe, elle est monstrueuse. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis qu'ils ont retravaillé la gamification, ça explose. Il y a un excellent article dans la Lenny's Newsletter, si vous ne connaissez pas. Je vous invite à y aller. Au pire, je vous mettrai les liens après. Et je vous laisse kiffer avec lui parce qu'il est éteint. Power 5, le mental state flow. Je vous en shoot de l'info là. Là, il faut tenir là. Le mental state flow, vous voyez que lui, il est déjà parti. En gros, pour faire simple, le MSF, c'est un état dans lequel le joueur il va être à un moment donné, au moment de l'action, à quel point il est immergé, qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là. Donc le ressenti, les réussites et les échecs. Évidemment, tout est maîtrisé.
côté jeu vidéo, et l'implication que va avoir la personne. Donc tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai parlé, quand on était dans la RLD, en fait, il n'y a que des mots barbares. Alors, ouais, quand on était dans le RLD, je vous ai dit, j'aurais pu rajouter une ligne ici, qui est le mental state flow. D'ailleurs, qui est déjà utilisé dans le produit par certains PM. Et bravo à eux et à elles. Mais qui, en fait, c'est venir rajouter des emojis par action clé dans votre RLD. Vous allez vous dire, à telle étape, c'est quoi le ressenti de l'utilisateur? Il y a deux parties, il y a la théorique et il y a la pratique. Ce que vous voulez faire ressentir. Parce que tout à l'heure, je parlais de frustration positive, vous pouvez travailler des frustrations positives pour que ce qui arrive derrière soit plus percutant. Et ça, c'est pareil, on ne peut pas le faire juste à l'arrache et dire, attends, je vais mettre plein de trucs nuls, il va être frustré, ça va être trop bien. Ah non, j'ai essayé déjà, mais ça n'a pas fonctionné. Donc non, c'est pas comme ça. Ça se travaille vraiment la frustration positive. Et pour avoir un bon MSF, il y a 6 éléments clés à retenir. Le premier, c'est un objectif clair. Un objectif à la fois, s'il vous plaît, clair et direct. Quand on en revient à la simplicité, il n'y a pas besoin de faire 48 trucs, de dire 50 trucs différents pour qu'il fasse un truc. Ça ne fonctionne jamais. Et je pense qu'il y en a plein ici, au quotidien, qui disent, putain, pourquoi on fait 50 trucs dans la roadmap? On ne peut pas juste faire un truc. C'est exactement la même chose. Plus votre objectif est simple, clair, précis sur la compréhension, plus votre utilisateur il sera enclin à aller le chercher. Surtout s'il voit l'intérêt et l'impact. Le temps investi, c'est le deuxième point. Alors attention, je ne dis pas, il faut faire des trucs qui prennent 1 minute à chaque fois. Vous n'y arriverez pas. Là, c'est plutôt le ressenti du temps investi. C'est-à-dire que si je fais un truc qui me prend 2 heures, fine, ça ne me dérange pas. Par contre, si je n'ai pas remarqué que ça me prenait 2 heures, je suis rentré dans la boucle. Et si je n'ai pas ressenti et que je suis rentré du coup dans cette boucle, c'est qu'en fait, je suis en train d'accrocher. Et c'est ça, le mental state flow, c'est vraiment dire, si on a des joueurs ou des utilisateurs qui ne se rendent pas compte du temps qui passe dedans, et on va voir juste après un exemple, en fait, c'est jackpot, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à s'investir à 200%. Évidemment, feedback immédiat, on en a parlé tout à l'heure, pour vraiment pousser la partie cérébrale. Le challenge adapté, encore une fois, vous voyez qu'il y a des choses qui se recoupent, mais qui sont vraiment importantes. Contrôler la situation, le mental self-flow, il est important puisque ça impacte forcément sur comment je me ressens dans une action. C'est-à-dire que si je ne contrôle pas du tout la situation, que je fais juste de cliquer sur des boutons parce que je ne comprends pas, je peux vous assurer que la personne, une fois qu'elle a fini l'onboarding et qu'elle va recommencer seule, elle ne va pas le refaire. Ou peut-être une fois parce qu'elle est cool. Et globalement, on ne le refait pas. Parce que c'est trop complexe, ça génère trop de frustration. Et là, on a plein de petits smileys avec la petite lettre vers le bas. Donc ça, c'est super, super impactant également. Enfin, la récompense, le mental self-flow, il est important puisque plus on va s'investir, plus on va être récompensé. Votre objectif, il est d'avoir un maximum de smileys, qui rigolent, mais pas que. La frustration positive, elle est importante. Donc là, j'ai fait le test avec Notion. Bon, très basique, mais c'était juste pour que vous puissiez voir si ça pouvait s'utiliser. Oui, ça peut s'utiliser. L'objectif clair, voilà, je suis un utilisateur. Et Notion une blinde. Je suis content de dépenser mon argent. Mon objectif, là, maintenant que j'ai dépensé mon argent, c'est d'offrir à mes équipes une vision claire des objectifs. À attendre. Et pour ça, Notion te met en place plein de bases de données, plein de trucs dans tous les sens. Et à première vue, tu te dis, oh putain, c'est le bordel. Et qui en fait est très bien réfléchi. Et qui vient m'apporter cette flexibilité au quotidien. Et en fait, il y a tellement de possibilités, de timelines, de tout, que commence à faire ma petite première base. Je me dis, mais attends, mais si je mets une petite timeline, oh putain, la timeline est vraiment trop bien, c'est vachement bien, parce que je peux rajouter ça. Ah putain, je peux mettre même la tête des gens, c'est vachement bien. J'ai passé 48 heures sur des bases de données. D'accord? Pour qu'à la fin, je me dise, mais en fait, ça me sert à rien. Mais putain, un kiff, quoi. C'est trop bien. Et c'est exactement ça. Alors oui, c'est pas sur 100% des gens, mais sur la majorité des gens, en tout cas de leur persona, ça fonctionne aujourd'hui. Sinon, vous doutez bien que depuis longtemps, ils auraient déjà déglingué le truc. Feedback immédiat, ouais, Notion fonctionne très bien. Ils sont bons dans le mental state flow, pour le coup. Ça fonctionne très bien. Je fais une mise à jour d'un truc, ça tue tout de suite en temps réel mise à jour, les tâches, elles bougent toutes seules. C'est la folie, c'est de l'effet waouh à chaque mise à jour, quoi. Le challenge, personnalisation avec propriété, bien sûr. En fait, je peux personnaliser totalement mon challenge. Et je peux le faire tout seul. Parce que Notion me donne toutes les cartes en main. Le contrôle de la situation, les 4 éléments d'avant viennent de nous montrer que je comprends la situation. Vous avez vu que j'accélère un peu dans le débit. Et enfin, la récompense. Putain, mais tout ce que je viens de mettre, à la fois récompense personnelle, je viens de kiffer, j'ai mis une base de données, je crois que c'était que pour les développeurs, mais en fait, j'ai réussi, tout seul. Alors que ça n'a rien à voir avec les développeurs. Mais j'ai réussi, j'ai mis mes trucs, machin. C'est mieux que Jira. Pardonnez-moi.
Donc, ce mental state flow, il vient vraiment dessiner à la fois sur du macro comme sur du micro. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Ça fonctionne dans les deux. Et encore une fois, comme tous les éléments que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, on est vraiment là pour faire du macro et dire comment je viens tout préparer pour que derrière ça déroule. Et enfin, Power Apps, le product-led growth. Pareil que c'est un mot, un buzzword en ce moment. Est-ce qu'on peut en faire avec du jeu vidéo? Ben, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Et avant, je vous dis ce que c'est. Et pour faire très simple, je me suis donné le challenge de le dire en une phrase. Donc, le produit lui-même est le principal moteur de l'acquisition, de la filiation et de l'expansion, et conduit donc à la croissance organique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Très vrai. Je me suis également amusé à vous faire un petit schéma. Et là, tout ce qu'on a vu ensemble, jusqu'à maintenant, rentre là-dedans. Il n'y a rien qui est de ce hasard. Ça veut dire que la première partie, l'activation, on l'a vu, bah, ce sont ce qu'on appelle des évaluateurs qui sont introduits au produit et le découvrent. Donc aujourd'hui, ce ne sont que des évaluateurs pour votre produit. La deuxième phase, c'est l'adoption. Là, on parle de débutants. C'est des gens qui ont dit, en fait, c'était pas si mal, j'aimerais bien le tester encore un peu. On va adopter ce petit toutou, on va l'adopter, on va y aller plus loin. Et là, on commence à rentrer dans les gens qui passent les steps, grâce à tout ce que vous avez mis avant. Non, dans l'adoration. Là, ce sont des gens qui sont réguliers, qui reviennent tous les jours, ou presque, en fonction du rythme de votre produit, je précise, hein, mais qui, sur ce rythme de votre produit, ne loupent jamais un strike. Un streak. Strike le win. On peut le faire aussi. Et donc, eux, ça devient des réguliers. Et enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, dans la communauté engagée, là, on rentre dans des gens qui deviennent des champions. Tellement engagés qu'ils défendent votre produit corps et âme. C'est des défenseurs, ils sont dans la défense. Ils vont dans toutes les communautés, ils expliquent les choses. Quand il y a un problème sur un produit, bah, ils sont là avant vous pour expliquer ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Et parfois, ils viennent même conseiller et aider des gens à l'utiliser ou à l'installer. Donc, est-ce qu'on peut l'utiliser? Bien sûr, j'aurais pas fait tout ça pour vous dire non. Ça aurait été un peu lourd. Mais globalement, pareil, on a six blocs. Je ne vais pas du coup tout réexpliquer puisque je vois que les feuilles bougent beaucoup là-bas. En plus, c'est des éléments qu'on a déjà vus ensemble. Donc, au moins, ça évite de tout revoir. Mais évidemment, tout ce qu'on vient de voir là ensemble, réfléchi, travaillé avec les bons documents au bon moment, etc. En fait, vous avez déjà les briques pour créer la partie PLG. Et vous avez déjà les briques avec ce qu'on a vu là. Après, il faut aller plus loin dans chacune des briques, hein, parce que là, on est venu encore une fois. J'aime bien ce geste. On est venu gratouiller, là. On est venu en parler. Et chacun des blocs qu'on a vus peut, à lui seul, faire 2 heures d'explication et un workshop, quoi. Mais si vous voulez maîtriser ces éléments-là un minimum, vous pouvez accéder déjà à une première partie de PLG. Sans aucun problème. Je rajoute juste un dernier bloc qu'on n'avait pas vu avant. Modèle de monétisation. Quand même, hein, si vous êtes sur une PLG, vaut mieux quand même laisser l'utilisateur la possibilité de découvrir la valeur de votre produit. Et donc, on en revient au tout début. Time to value, impact immédiat. J'ai une promesse, je suis convaincu tout de suite. D'où l'importance d'avoir, par exemple, un onboarding, qui est super important l'onboarding, hein, surtout en PLG, c'est d'avoir la capacité de tout de suite comprendre votre utilisateur dès le début de l'onboarding. T'es qui concrètement? Alors, vous lui dites pas ça comme ça, hein, mais pourquoi tu es là, c'est quoi ton problème, etc. Vous posez quelques questions très simples et basiques. La personne s'est inscrite. Généralement, pour 3 questions, vous y répondez. Et ces questions-là vous permettent de rediriger tout de suite vers la bonne partie du produit. Et donc, tout de suite, de dire, bah, tu vois, on a 50 milliards de trucs, mais on se connaît déjà. Et maintenant que j'ai tes problèmes, bah, je vais pas te vendre tout mon produit. Je te vends, entre guillemets, ce que tu as besoin seulement. Après, le reste va venir tout seul, avec les éléments qu'on a vus et d'autres choses. Et un exemple de product-led growth, pour finir sur Notion. On le voit très bien, hein. Je crée mon premier compte. En fait, pourquoi tu l'utilises, quoi? Parce qu'en fait, en fonction de ce que j'utilise derrière, il me met une to-do list qui est différente, il me propose des trucs qui sont différents. Donc, c'est adapté tout de suite. Je rentre dans le dur et tout de suite, je me dis, mais putain, c'est trop fort. Il sait déjà ce que je veux. J'ai même pas besoin de le faire. Bon, là, normalement, vous avez assez de power-up pour commencer à réfléchir à demain ou ce soir, hein, pour les plus chauds. Mais il y a de quoi commencer à réfléchir, à se poser les questions, à venir retravailler et du coup, à commencer à se challenger même des choses qui sont existantes. Et juste avant de partir, j'ai une question à vous poser. Dans les propositions suivantes,
Personne à la musique de Qui veut gagner des millions, là? Dans les propositions suivantes, laquelle représente l'augmentation de la dopamine lorsque l'on joue? Attention, ça peut être la plus augmentée ou la moins augmentée. On va faire dans l'ordre. Qui pense que c'est 55%? Personne, ok. Même des gens qui ont levé la main, ne faites pas la balle jusqu'au bout. Hein. Qui pense que c'est 100%, donc 2 fois plus que le seuil classique? Ils vont tous se faire avoir. Ok, ok, ok. Ok, 2, 3, ok. Ok, pas mal. Qui pense que c'est 225%? Et là, c'est la folie quand même. Hein. Ok, elle a plus. Elle a plus. Qui pense que c'est 75 à 300%? Ok. Et en fait, il y a une autre réponse. Et bien, en fait, les dernières personnes avaient raison. C'est énorme. C'est énorme. Là, ce qu'on est quand même en train de dire, c'est que on est en train de dire que manger du chocolat en se tapant un peu de cocaïne avec un patch nicotine et en jouant aux jeux vidéo, on explose les records. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire sur le produit, en fait. C'est ça la réponse à votre succès. Vous envoyez une barre de chocolat. Pour l'onboarding, c'est ça. Tu les fais bouffer pendant ton truc. D'accord. Bon, après, il y a d'autres éléments qui sont affichés à l'écran. Je vais éviter de moi-même combiner les trucs. Je vous laisserai les imaginer. Et enfin, c'est la fin. Je sais qu'on est déjà triste. Mais merci beaucoup. J'ai juste un petit dernier mot, je reprends 14 minutes. Pour ceux qui veulent les frameworks, où est-ce que vous pouvez me retrouver pour retrouver ma newsletter? C'est des QR codes, vous pouvez y aller, hein, ça fonctionne, j'ai testé. La newsletter où j'écris toutes les 2 semaines en moyenne sur le business, produits, sales, finances, etc. Je partage énormément dessus. Il y a une chaîne YouTube Business que j'ai créée il n'y a pas longtemps, sur laquelle je vais partager principalement des vidéos courtes de quelques secondes, enfin quelques minutes, pardon, à 5 minutes environ, avec des formats plus longs quand vraiment c'est des gros sujets. Et souvent, ces formats plus longs, ils vont être travaillés par rapport au format court. Je vais voir où là, il y a le plus d'interaction, là où il y a le plus de besoins. Et on verra si on fait ces formats longs. Vu qu'on est dans le thème, sachez qu'il y a aussi une chaîne gaming avec ma petite tête. Je me régale bien aussi. Vous pouvez, si vous êtes passionné, me rejoindre. Et Twitch et tout ça, on se régale, c'est la folie. Et évidemment, le plus populaire aujourd'hui qui est pris dans ce pricing, c'est souvent les 3. Alors, la plupart des gens, ils prennent tout. Ils prennent le package complet, surtout qu'en plus, c'est gratuit. Donc, c'est juste du soutien pour moi et les chaînes. En tout cas, merci à tous pour l'attention. Et j'ai été vraiment très heureux de partager ça. Et puis, j'ai hâte de partager la suite.